Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire aujourd'hui, dans l'Anti-Sèche d'Amal Laoui, on va parler inflation. À l'heure de la récré, on va lire une histoire ou pas. L'infirmerie, c'est avec la psychanalyste Sophie Marinopoulos. Comment se préparer à l'adolescence sera la question. Et puis pour nous accompagner tout au long de l'émission, Camille Gobin, c'est le grand oral, le thème Nomarth, quand le musée arrive à l'école. Quand le musée arrive à l'école, l'association Nomarth, une association qui, depuis sa création, a sensibilisé à l'art près de 15 000 personnes de 5 à 90 ans dans 60 communes. On va plus se concentrer sur les 5, 15 ou 5, 18 ans que sur les 18-90. Camille, bonjour. Bonjour. Nomarth, d'abord, si on veut résumer les choses, j'allais presque dire, au fond, c'est une expérience. Oui. Et donc, c'est d'abord aussi une technologie tout à fait étonnante et je pense qu'il faut la montrer avant de commencer. Je peux me permettre ? Oui, allez-y. Oui. Voilà, je vous laisse commenter. Et du coup, la technologie sur laquelle Nomarth se base, c'est la technologie de l'impression 3D, en fait, tout simplement. Voilà. Mais pour imprimer quoi ? Imprimer des tableaux. Et je ne sais pas à quel point on peut zoomer sur ce tableau, mais croyez-en la pulpe de mes doigts, délicate pulpe de mes doigts, on sent les craquelures. Voilà. Je crois qu'on le voit très très bien. Attendez, je vais bouger un tout petit peu comme ça. Voilà. Et ça donc, ce n'est pas de la peinture, c'est de l'impression 3D. Exactement. Et c'est vraiment la magie de l'impression 3D aujourd'hui, c'est qu'on va réussir à numériser une œuvre et à voir absolument tous les détails. Donc, c'est-à-dire la touche de l'artiste avec, certaines fois pour les impressionnistes, avoir des gros pâtés. Avec d'autres artistes plus classiques comme Vermeer, là, on va avoir les craquelures du temps, les petits impacts. Voilà, sur la toile ou sur le bois, comme c'est souvent le cas aussi. On a vraiment tous ces détails-là qui sont reproduits et qui donnent l'impression d'avoir une vraie œuvre en face de nous, alors que ce n'est qu'une reproduction. Et du coup, on peut avoir un contact comme on l'a aujourd'hui là, avec cette œuvre, alors que l'original de La jeune fille à la perle, on ne pourrait jamais la voir sur un plateau comme ça. Et puis surtout, on n'aurait pas le droit de faire ce que j'ai fait, à savoir de passer le doigt dessus en disant « Regardez, c'est super craquelé ». Cette dimension expérientielle, comment ça se passe une séance de Nomarth ? Donc, je disais que vous aviez touché plusieurs dizaines de milliers de personnes, oui. Mais en fait, votre association va amener des expos, ce sont des expos itinérantes. C'est ça, en fait, on est un petit peu à contre-courant de la mode, où on a voulu tout numériser, se dire on va faire des musées virtuels, on va aller sur des ordinateurs, regarder des œuvres. Et nous, on s'est dit, en fait, la meilleure façon d'expérimenter justement ce premier contact à l'art, c'est quand même de voir une vraie œuvre. Et là, forcément, les publics ne peuvent pas aller forcément au musée. On crée cette exposition itinérante. Donc, du coup, un petit ensemble, une dizaine d'œuvres, des œuvres comme par exemple celle-ci, des portraits, des œuvres impressionnistes. Et on crée tout un commentaire autour, bien entendu, pour pouvoir associer le fond à la forme. Et on s'installe un petit peu n'importe où. On a vu quelques images de l'exposition, ça a un caractère très immersif. Les enfants ne se contentent pas de regarder les œuvres ou au besoin de les toucher, vous proposez des activités aussi. Exactement. Alors déjà, on va faire en sorte d'être vraiment par petits groupes d'enfants. On va être jusqu'à 15 enfants au maximum, puisque comme ça, chacun peut interagir finalement avec nous, puisqu'on va poser des questions, on va les faire regarder l'œuvre, on va se dire, par exemple, sur une nature morte, qu'est-ce que vous voyez ? On va regarder, il y a des fruits, il y a des objets du quotidien, c'est à ça qu'on reconnaît une nature morte. Donc on va avoir, justement, ils vont se sentir impliqués un petit peu dans l'histoire et dans l'œuvre. Et donc, comme ça, quand ils ne sont pas nombreux, on peut vraiment faire en sorte qu'ils puissent participer. Il y a eu une première exposition, je crois, avec des grands chefs-d'œuvre patrimoniaux. La deuxième, elle est dédiée aux femmes. Alors, c'est ça, la deuxième exposition, elle s'appelle « Héroïnes de nos musées ». Et donc, ce sont des portraits de femmes. Et donc, on propose finalement un petit peu un voyage dans le temps. Donc, il y a cette jeune fille à la perle de Vermeer. Il y a quoi ? J'imagine la Joconde. Exactement. On commence avec la Joconde. Et puis ensuite, on va avancer à travers les siècles. Donc, on va présenter les différents rôles des femmes, puisque ça va être, donc, par exemple, des muses, ça va être des allégories, ça va être des reines, des ouvrières. On a un petit peu tout à travers, comme ça, les époques, les différents styles. Donc, ça va être la peinture classique, la peinture impressionnisme, le cubisme, tout ça. Comment elle se fait, cette sélection ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide à choisir les œuvres que vous voulez montrer ? Alors, moi, je fais appel effectivement aussi à des diplômés en histoire de l'art, qui vont m'aider justement dans le contenu à dire qu'est-ce qui va être intéressant de montrer. Et puis, on va essayer aussi de sélectionner des œuvres qui sont très connues. Et le deuxième critère, c'est aussi d'avoir des musées qui sont partants, forcément, pour pouvoir nous laisser la possibilité de les présenter, ces œuvres-là. Et ça, c'est pas toujours simple. On va en reparler dans quelques instants, mais
jeune femme à la perle, l'héroïne de cette quotidienne de School TV, Amal Laoui, va d'abord nous présenter son anti-sèche du jour et on va parler inflation. Comment l'actualité se reflète-t-elle dans les programmes scolaires? On parle de l'inflation aujourd'hui alors que la zone euro a connu en décembre 2021 5% d'inflation. Alors il faut corriger parce que 2020 il y avait moins d'inflation, donc ce n'est pas si abominable que ça, mais c'est quand même très important et les plus touchés, et pas seulement en France, dans toute la zone euro, sont comme toujours les ménages les plus modestes. Et notre actu, eh bien, c'est qu'un supermarché a décidé de bloquer, et ça fait tout un débat, le prix de sa baguette à 29 centimes d'euros pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Ce sont les supermarchés Leclerc, nommons-les. C'est ça, c'était le 11 janvier dernier. Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe, a annoncé sur son compte Twitter bloquer le prix des baguettes vendues dans les enseignes de son groupe à 29 centimes d'euros pendant 4 mois au minimum. Cette mesure a été prise afin de défendre le pouvoir d'achat des Français, plongés dans un contexte inflationniste. L'inflation qui est donc une notion étudiée à l'école. Quand je dis à l'école, surtout au lycée et évidemment notamment en cours de sciences économiques et sociales, en SES. C'est ça. Dans le cadre de ce cours, on va d'abord définir cette notion. On va expliquer d'où vient l'inflation, comment elle se mesure. Est-ce que vous savez ce que c'est l'inflation? Petit quiz. Mais pourquoi ça? Pourquoi tant de haine le matin au réveil? L'inflation, c'est quand les prix montent. C'est Attendez. ça. C'est ça. Ouais. Pas mieux. Il me semble que c'est une question de production de valeur sur un pays et à partir du moment où ça coûte plus cher que ce qu'on produit, eh bien, il y a une inflation. Et pour qu'il y ait une inflation, il faut une hausse généralisée et durable des prix. L'augmentation d'un ou plusieurs prix ne suffit donc pas toujours. Cette hausse détruit une partie du pouvoir d'achat de la monnaie et fait donc baisser sa valeur. Donc on va comprendre les liens entre l'inflation et le système économique. Qui mesure cette inflation? Alors c'est l'INSEE qui mesure l'inflation grâce à la constitution d'un panier de biens et services représentatifs d'une consommation moyenne. Alors cela détermine donc un indice des prix à la consommation. L'inflation ressentie est souvent différente des chiffres publiés car le prix des produits régulièrement consommés peut augmenter alors que celui des prix des produits manufacturés comme par exemple des téléviseurs ou des voitures peut baisser. Donc l'INSEE permet donc à partir de son site internet de calculer un indice des prix personnalisé pour avoir une idée plus précise de l'augmentation du prix des produits consommés pour chaque individu. Alors toujours en SES, en sciences économiques et sociales, on observe évidemment l'inflation, tous ces mécanismes du marché. On apprend aussi que l'État peut ne pas rester les bras croisés et peut avoir un rôle notamment pour lutter contre l'inflation. C'est ça, et la lutte contre l'inflation débute dans les années 80 par la désindexation des salaires. Auparavant, ils augmentaient au moins au même rythme que les prix, et ce qui conduit à un gel partiel des augmentations de salaires par une augmentation des taux d'intérêt afin de réduire l'endettement des agents économiques. Alors on combat ainsi l'inflation par la demande. Donc cette politique est poursuivie aussi au niveau européen désormais par la Banque centrale européenne, la BCE. Elle a été instituée avec la mission de limiter l'inflation à moins de 2% par an en moyenne. L'objectif toujours pour les élèves, c'est de leur expliquer cela, les grandes caractéristiques de l'intégration européenne. Marché unique, zone euro, on a beaucoup fait l'Europe avec l'économie. Dans ce cours, on va comprendre les effets du marché unique sur la croissance, comprendre les objectifs, les modalités et les limites de la politique européenne de la concurrence, comprendre comment la politique monétaire et la politique budgétaire agissent sur la conjoncture. On va aussi apprendre que la politique monétaire dans la zone euro, conduite de façon indépendante par la Banque centrale européenne, est unique, alors que la politique budgétaire est du ressort de chaque pays membre, mais contrainte par les traités européens. Comprendre donc les difficultés soulevées par cette situation, c'est tout un programme. Merci beaucoup Amal. Vous avez répondu, Camille, avec beaucoup de naturel à la question de l'inflation. Dois-je en déduire que vous avez un petit fond scientifique dans votre formation? Un petit peu, oui. Après, j'ai fait un bac S, mais pas ES. Là, j'ai pas. Et après le bac? Après ça, j'ai fait Histoire de l'art? pas d'études d'histoire de l'art. J'ai fait une première année de médecine. C'est une autre forme d'art. Voilà, un autre art, effectivement, mais bon, ce qui n'a pas débouché, comme beaucoup d'autres, voilà. Et après? Et après, eh bien, je me suis lancée dans la communication, puisque j'ai fait un master à l'ISCOM, donc en marketing et communication. École de communication. Extraordinaire. Et alors, comment vous est venue cette passion pour l'art? Eh bien, en fait, au lycée, j'avais ma meilleure amie qui, elle, était passionnée d'art et elle m'a un petit peu entraînée avec elle dans toutes ces visites de musées, expositions, et elle m'a transmis ça au final. Après, voilà, je ne pouvais plus m'en passer une fois qu'on y a goûté. Vous avez le souvenir d'un choc émotionnel particulier, que ce soit un musée, une œuvre?
Alors là, non, choc émotionnel. Je pense que la première, on avait fait vraiment une excursion. On était allé faire la nocturne au Petit Palais de l'exposition Monet, où on avait fait en fait la queue pendant 1 heure dehors à minuit pour pouvoir aller voir. Justement, c'était dans les derniers jours. Et on n'a vraiment pas regretté parce que c'était juste magnifique. Et voilà, ça valait le coup. Ouais. Grand oral aujourd'hui avec Camille Gobin, fondatrice de l'association Nomart, qui amène des expositions, qui amène des œuvres d'art reproduites notamment en impression 3D jusque dans les écoles. La suite du grand oral dans quelques secondes. Camille, vous nous décriviez il y a quelques secondes votre émotion, cette conquête du plaisir, cette heure. Il faisait peut-être même froid cette nuit-là, je ne sais pas, devant le Petit Palais. Voilà. Oui, Donc j'ai froid, je suis dans la queue, musée d'Orsay, il est minuit, je veux voir du Monet, je vois du Monet, c'est génial. Est-ce que, voilà, là, vous amenez les œuvres aux enfants, mais est-ce que c'est pas mieux de les emmener au musée ? Alors je pense que les deux sont bien. Certaines fois, il n'y a juste pas la possibilité d'y aller, puisqu'il y a quand même certains freins à lever. Déjà, il y a aussi, par rapport aux parents, une crainte de se dire je vais les amener, mais est-ce que ça va leur plaire ? On a tout un trajet pour aller jusque là-bas, ça va être fatigant. Après, il va falloir payer le ticket d'entrée. Et donc, finalement, il y a plein de choses comme ça, plein de petits freins qui se mettent en place et qui fait que certaines personnes ne vont pas au musée. Donc ce que vous proposez finalement, c'est un premier contact. Exactement. Et pour donner envie peut-être d'y aller. D'ailleurs, les communes, je disais que vous étiez intervenu dans 60 communes, ce qui est assez considérable. Oui. Elles ont une caractéristique particulière justement ? Ce sont des communes qui sont plutôt éloignées ou, il y a de tout, puisqu'on est intervenu à Boulogne-Billancourt, par exemple. Donc là, on ne peut pas dire qu'on soit loin des grands musées. On n'est pas loin des musées. Et puis après, on est allé, par exemple, la semaine dernière, on était à Berry-au-Bac, qui est juste à côté de Reims, où là, du coup, c'était vraiment un petit village au milieu des champs. Donc on a un petit peu de tout finalement, et on fait quand même essentiellement de l'Île-de-France actuellement. Donc même en étant en Île-de-France, certaines fois on est un petit peu éloigné des musées. Oui, les territoires sont pas, et les mobilités pas simples en Île-de-France. Comment ils réagissent justement les musées quand vous leur dites je vais remontrer l'œuvre pour celles et ceux qui nous rejoindraient à l'instant. C'est donc de l'impression 3D. Ça, c'est la jeune fille à la perle de Vermeer. C'est ça. Je suis pas très bien réveillé. Avec des très très belles craquelures. Quand vous leur dites on va faire une copie, ils vous disent quoi ? Alors au début ils sont inquiets. Oui, c'est ça. Voilà, parce que pour faire cette copie, en plus il y a toute quand même une technique à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir décrocher l'œuvre du mur, il va falloir l'enlever de son cadre. Bien souvent elles sont protégées par une vitre de protection, il va falloir l'enlever aussi. Et donc tout ça finalement c'est presque un peu agressif pour une œuvre qui est extrêmement ancienne, extrêmement fragile. Donc ça, déjà, dans un premier temps, ça les inquiète. Et la deuxième inquiétude, c'est de se dire qu'est-ce que vous allez en faire ? Est-ce que ça a une visée mercantile, d'essayer de faire de l'argent sur ce patrimoine, essayer d'éventuellement tromper les gens en leur faisant croire que ce sont des vraies œuvres, essayer de leur vendre, donc du coup des contrefaçons. Donc voilà, il y a tous ces freins-là. Et puis après, il faut du coup réussir petit à petit à déconstruire tout ça, à leur dire non, nous, voilà, on est une association, on a pour but de sensibiliser à l'art des publics qui n'ont pas forcément la possibilité de se rendre au musée, pour qu'après, s'ils en ont l'occasion, enfin, ils franchissent les portes d'un musée. Envoyer un petit clin d'œil à nos amis canadiens, c'est les premiers à vous avoir fait confiance quand même. Exactement. C'était quel musée ? C'était à Montréal ou c'était Alors, c'est la National Gallery du Canada qui est à Ottawa. Ottawa. Oui. Vous avez également fréquenté, vous, les musées dans le cadre d'un job ? Oui, exactement, oui. Je suis bien informé. Job étudiant, oui. Au Louvre. C'est ça. Faites-nous rentrer 3 secondes là-dedans. C'est quoi faire petite souris au Louvre ? Souvent, ceux qui ont l'habitude d'aller au musée, vous voyez souvent une personne assise sur une chaise, comme ça, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils doivent s'embêter eux ? Oui. Et c'était mon travail au musée du Louvre, on s'embête vraiment ? Agent de surveillance. Ça dépend des fois. Pour être honnête, on peut être dans des endroits où on va croiser jamais un seul visiteur et où ça peut être un petit peu long parce que malgré tout, avoir un contact avec le public, c'est aussi ça qui est intéressant. Mais après, on est quand même au milieu de merveilles. Alors surtout au Louvre, moi j'étais du coup quand même privilégiée parce que peu importe où on se trouve, on a toujours des très très belles œuvres à regarder. On va pouvoir lire tous les petits cartels comme ça. Donc Et c'est là que vous avez eu l'idée de créer cette association, de créer Nomart ? Eh bien, ça m'a beaucoup inspirée, effectivement, puisqu'on rencontre quand même des publics. Et donc, notamment des publics français qui me disaient « Mais quelle chance vous avez à Paris de pouvoir accéder au Louvre ?» Eux, ils étaient corses. Ils disent « Nous, on a la chance de pouvoir venir à Paris. On fait ça environ une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Et on fait notre plein de musées. » Mais la plupart des gens, de leur connaissance, disent en fait, ils n'y vont jamais. Donc, c'est assez triste. Et on dit que c'est vrai que c'est très centralisé.
Et d'où l'idée d'amener ces objets physiques, ces reproductions tout à fait extraordinaires, je dois dire, au plan voilà, de la présence, j'allais dire, de l'œuvre. C'est pas comme un poster, et de recréer cette expérience. On va continuer à discuter avec vous, Camille Gobin, pour le grand oral, mais c'est l'heure de la récré, et à l'heure de la récré, on retrouve Amal. L'heure de la récré, on retrouve Amal et on retrouve un humoriste. Et on va lire ou pas des histoires. Oui, c'est une vidéo de l'humoriste Jarry. Pour aller plus vite, eh bien, il raconte des histoires à ses enfants en sautant des pages. Ses enfants, vous allez le voir, ne sont pas dupes pour regarder. Papa, Papa, il va lire une histoire, d'accord? Papa, il faut pas que tu sautes les pages. Oui, il faut pas que tu sautes les pages. Mais papa, il saute pas les pages. Mais si. Ah bon? Oui. C'est pas bien de faire ça. Bon, bah papa, il va pas sauter les pages, alors. On va lire l'annuaire téléphonique, d'accord? Ok. Ça va être super. Papa, il saute pas les pages. Promis juré. Croix de bois, croix de fer. En quoi c'est important, Amal, justement, des parents qui lisent des histoires à des enfants? C'est quelque chose qui n'a l'air de rien, très sérieux et qui est très éducatif. La lecture, c'est un lien agréable entre les enfants et les parents, déjà. Alors, c'est bien pour la capacité d'écoute, pour le développement de la curiosité, pour les interactions avec les adultes, pour le développement du langage et du vocabulaire. Sauf que les parents lisent de moins en moins des histoires à leurs enfants. En Grande-Bretagne, par exemple, en 2013, 69% des enfants de moins de 5 ans profitaient d'une lecture quotidienne avec un adulte. Et en 2017, eh bien, ce chiffre tombe à 51%. Donc, si vous êtes un mauvais conteur, par exemple, que vous n'avez pas toujours le temps, eh bien, il existe des alternatives, comme par exemple les livres audio. Les livres audio qui sont formidables. Et si je puis me permettre de compléter cette heure de la récré, c'est un conseil qui m'avait été soufflé par une auteure jeunesse et par une enseignante qui disait il ne faut pas non plus, quand l'enfant sait lire tout seul, on est super content, on se dit qu'on a bien fait son boulot de parent et qu'évidemment les enseignantes et les enseignants ont bien fait leur boulot. Mais parfois, si on arrête brutalement ce moment de tendresse et ce moment de lien avec l'enfant qui consiste à lui lire une histoire, on peut le dégoûter de la lecture quasiment, parce que finalement le livre devient ce qui a séparé. Quand tu dis lis tout seul, non, je ne veux pas lire tout seul, c'est ce qui me sépare de l'amour de mes parents. Voilà, je me permets de mettre mon grain de sel. Voilà. Vous avez des enfants? Non. Bon, vous leur direz des histoires, oui. Et vous les emmènerez au musée. Ah bah, ça, et puis il y a plein de reproductions. Camille Gobin, invitée de notre grand oral sur la quotidienne de School TV et qu'on retrouve dans quelques secondes. Merci Amal. Sortons 3 secondes du scolaire, parce que l'éducation, ce n'est pas forcément seulement l'éducation pour les enfants. Vous intervenez aussi en prison, vous intervenez aussi auprès de personnes âgées. En fait, votre idée, c'est d'aller vers tous les publics qui, pour une raison ou pour une autre, ont des difficultés à se déplacer, à aller vers le musée. Ce n'est pas seulement les enfants des écoles. C'est ce qu'on appelle les publics empêchés ou éloignés. Donc éloignés, tout simplement puisqu'elles habitent loin d'un musée. Empêchés, c'est qu'elles n'ont pas la possibilité de s'y rendre. Donc par exemple, voilà, les personnes en prison, ils ne peuvent pas sortir au musée. Ça arrive, ils font quand même des sorties qui sont organisées. C'est quand même plus compliqué. Et ensuite, eh bien, imaginons des personnes à mobilité réduite dans des EHPAD, les personnes âgées, elles ne vont pas avoir la possibilité aussi de se rendre. Et bien dans ce cas-là, c'est nous qui y allons. Qu'est-ce que vous avez appris, Camille, au contact des différents publics? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui dans votre façon de procéder à Nomart qu'à l'époque où vous l'avez créé? Il n'y a pas très longtemps non plus, mais on apprend beaucoup quand même. Alors, de toute manière, on s'adapte effectivement à chaque fois en fonction des publics, de leurs réactions. On va déjà pas aborder notre exposition de la même manière si on s'adresse à un public d'enfants par rapport à un public d'adultes. Et même par rapport aux âges, par exemple, on a commencé tout juste à faire des médiations pour les maternelles. Voilà, c'était une demande qu'on nous a beaucoup faite, disant qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour les plus jeunes. Et donc, on a essayé de travailler là-dessus, effectivement, proposer quelque chose pour, à partir des moyennes sections, grandes sections. Et donc, ça nous fait évoluer. On nous fait des retours aussi. Ça serait mieux comme ci, ça serait mieux comme ça. Cette fois, on l'a fait plus théâtral. Cette fois, on va faire plus court. On va faire plein de choses comme ça. Voilà. Dans les réactions des enfants, il y a quelques souvenirs cocasses, anecdotiques ou des moments qui vous ont touché? Souvent, en tout cas, nous, ce qu'on aime, c'est que on a quand même beaucoup de succès aujourd'hui auprès des enfants. Et c'est vrai que si on reste sur plusieurs jours dans une même école, certaines fois dans les cours de récré, on a un petit peu la sensation d'être une rockstar. On est là, oui, Camille, comme ça, on nous appelle, ils viennent nous faire des câlins. Bon, c'est pas très Covid-friendly, mais bon, voilà. C'est difficile de repousser un enfant. Et ensuite, après, ils sont là, certaines fois, quand on revient l'année suivante, en disant, ah, super, ils se souviennent, ils disent, on a trop hâte que ce soit notre tour, notre classe, ça va être super, c'est pas les mêmes tableaux. Et puis après, pendant les visites, on a aussi des anecdotes rigolotes, puisqu'on a toutes les réactions des enfants. Sur le côté Covid-friendly ou pas, on m'a rapporté une anecdote amusante d'un enfant voyant
Un autoportrait de Van Gogh avec son oreille coupée. C'est ça, puisque du coup, dans cette thématique du coup, de Monet, Cézanne et Van Gogh, on aborde la partie où effectivement, vers cette crise qui va pousser Vincent Van Gogh à se couper l'oreille. Et donc, les enfants qui réagissent en disant mais comment il va faire pour pouvoir porter son masque? Je regarde Amal parce qu'Amal, elle est bon public. Oui, je suis bon. Non, mais c'est très drôle. Je n'avais pas pensé à ça, mais voilà. Je l'ai vu venir. Les héroïnes des musées, c'est l'exposition actuelle. Donc il y a cette, je vais la remontrer, elle est trop belle, cette jeune fille à la perle de Vermeer, mais il y en a plein d'autres. Vous les avez choisies comment en dehors de leur notoriété? Parce qu'il faut qu'il y ait un discours derrière. C'est pas juste on vous montre une œuvre célèbre parce qu'elle est célèbre. Alors là, pour celle-ci, c'était à chaque fois de se dire, on a listé tous les rôles de femmes possibles en peinture. Donc, comme je disais, l'épouse, l'ouvrière, la muse, etc., la déesse. Et ensuite, ce qu'on voulait faire, c'était faire une évolution dans le temps. Donc, on s'est dit, voilà, on va essayer d'avoir des artistes marquants. Donc, par exemple, Léonard de Vinci, Vermeer, on va avoir aussi Elisabeth Vigée-Lebrun, on va avoir aussi Edgar Degas, enfin bref, voilà, des artistes qui quand même ont marqué leur époque, et justement sélectionner ensuite des tableaux qui du coup se complètent pour pouvoir bien avoir cet éventail de tous ces rôles différents en peinture. Sans transition, comme on dit à la télé, nous passons à l'infirmerie. Oreille coupée, infirmerie, non, ça marche pas. Oui, bon. L'infirmerie, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec la psychanalyste Sophie Marinopoulos qui donne quelques petits conseils aujourd'hui. Comment se préparer à l'adolescence? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aborder la question de nos représentations sur les adolescents. Parce que si on doit se préparer à devenir parent d'un adolescent, parce que c'est quand même pas la même chose d'être parent d'un enfant et d'être parent d'un adolescent, eh bien il faut prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qu'on entend. Parce que vous savez, moi je vois en consultation, des parents arrivent avec un enfant de 4 ans, et déjà là, ils me disent « Oh là là, mais j'ai l'impression d'être avec un adolescent ». Et ça veut tout dire. Dans l'opposition, dans le refus de tout, il élève la voix, il répond, il ne supporte pas la frustration. Donc on voit que l'adolescence, ça serait tous les maux de la terre réunis chez cet enfant-là. Donc c'est important de se rappeler, tous, ce que c'est que l'adolescence, l'ambivalence dans laquelle ils sont, puisqu'ils sont dans une période de passage. Donc ils ont envie d'être libres, mais en même temps ils sont terrorisés par cette liberté possible. Ils ont envie d'être uniques, et puis en même temps, ils ressemblent à tout le groupe, ce qui horripile en général les adultes qui les entourent. Ils veulent avoir des relations amoureuses, mais ça leur fait une peur bleue de tout d'un coup se retrouver en tête-à-tête avec un désir qui les envahit, peur de ne pas savoir faire, peur de ne pas savoir comment être. Donc on voit bien que cette arrivée de l'adolescence, et si on doit se préparer, c'est tout simplement être à l'écoute de cet enfant-là, le sien, dans ses bouleversements à lui, la manière dont il est en train de se transformer physiquement et les effets que ça a sur lui, dans sa vie intérieure, en tant que personne singulière et unique. Oui, il fait partie des adolescents, mais il est un adolescent unique, avec des parents uniques. Et c'est cette histoire-là que parents et adolescents vont essayer de construire ensemble, c'est-à-dire, bien sûr, de prendre en compte ensemble l'insécurité dans laquelle ils sont, parce qu'il y a de l'intranquillité quand l'enfant quitte quelque chose que l'on connaissait ensemble, on savait vraiment qu'elle allait être le lendemain, et puis soudainement, et ça c'est quelque chose de difficile à vivre, soudainement on s'aperçoit qu'on ne sait pas comment va se passer le lendemain, parce que cet enfant-là est sans arrêt nouveau dans son comportement, dans sa manière de parler, dans sa satisfaction. Un matin, il est très heureux d'être plutôt encore le petit enfant de papa et maman. Il se réveille le lendemain, il ne supporte pas le bisou d'amour qui est proposé. Il trouve détestable la manière dont on le regarde. Il a l'impression qu'on le traite vraiment comme un tout petit, alors qu'il est autonome, grand, capable de penser par lui-même et qu'il a besoin de personne. Donc on voit bien que se préparer à l'adolescence de son enfant, c'est pouvoir observer comment cet enfant-là, celui-là, est en train de se transformer. Qu'est-ce qui le préoccupe? Et garder à ce moment-là
un dialogue rapproché. Finalement, la clé dans l'enfant qui quitte corporellement et psychologiquement son enfance, c'est d'essayer sans cesse d'être extrêmement ajusté, c'est-à-dire très proche de là où il en est dans son développement et surtout dans son regard sur ce qui était jusque-là du quotidien et qu'il vit étrangement avec l'entrée dans l'adolescence. Merci Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste. C'est l'infirmerie, se préparer à l'adolescence, préparer aussi les ados à aller au musée. Ça peut être un défi. Camille Gobin, on parle de Nomart, l'association que vous avez créée pour amener l'art et les œuvres d'art, les reproductions des œuvres d'art patrimoniales vers les jeunes. Vous avez des offres un petit peu particulières pour les ados, par exemple, c'est un public qui se travaille spécifiquement ? Alors les ados, souvent, ils vont se dire oh, « ça m'intéresse pas, j'ai pas envie ». Et en fait, nous, on a eu l'idée d'avoir une petite carotte qui les appâte, c'est d'utiliser la réalité virtuelle. Donc on va avoir des casques de réalité virtuelle, donc c'est un outil parmi la médiation. Et souvent, on leur dit si vous voulez pouvoir regarder ce qu'il y a dedans, pour pouvoir comprendre, d'abord, il faut suivre la visite. Et donc, finalement, ils disent, bon, j'ai envie d'essayer, donc je vais le faire, je me force un petit peu. Et en fait, finalement, ils rentrent dans l'histoire. Et donc, ils se prêtent complètement au jeu. Il y en a même qui reviennent. Et ensuite, ils vont pouvoir découvrir dans les casques de réalité virtuelle des lieux d'inspiration des artistes. Donc, on va se retrouver, par exemple, dans l'atelier de Paul Cézanne à Aix-en-Provence ou au Clos Lucé chez Léonard de Vinci. Voilà, des choses comme ça. À Amboise, enfin à côté d'Amboise. C'est ça. Extraordinaire. Des escape games aussi. Vous commencez, en tout cas, les jeux d'évasion. Alors, du coup, ça, c'est pareil. Le terme, c'est vraiment pour donner envie, parce pour que les c'est très à la attirer, mode. en fait. Ouais. Exactement. Et l'idée, c'est de faire la visite, mais à travers une enquête. Donc, pour les ados, là, ça va être Monet, Cézanne, Van Gogh. Eh bien, il y a un mystère autour de la mort de Vincent Van Gogh. A-t-il été assassiné plutôt qu'il ne se serait suicidé? Et donc, il faut essayer de chercher des indices dans l'exposition pour ça. Et de résoudre le mystère. C'est ça. Nomart, c'est le nom de cette association imaginée par Camille Gobin. Bravo, c'est une très très belle initiative. Merci. Des reproductions, il y a de la tech à l'intérieur. Hein. Ça, c'est de l'imprimante 3D, cette jeune fille à la perle. Au revoir. Et au revoir à vous. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci également. C'est la fin de cette quotidienne de School TV. Vous restez sur School TV pendant que je finis de ranger sans casser. Voilà, vous restez sur School TV et on se retrouve évidemment en permanence sur Internet.